Ok, j'espère que vous avez tous bien mangé. Personne ne va s'endormir derrière son écran. Ça, c'est pas sûr. Alors, je vais partager mon écran. Ok, on va reprendre. Donc, on va revenir sur notre composant. Sur notre polygone. Ok. Et on va en profiter pour amener différentes petites choses. Et du coup, tout à l'heure, on avait... alors, je vois la démo aussi en même temps. Hop, je supprime tout ça. On avait la question, puisqu'on avait dit, un des soucis, c'est que... hop, enfin, un des soucis. Une des manières de faire du composant, en l'occurrence... pardon, si je sélectionne pas un projet, c'est pas lui qui va être exécuté, forcément. C'est que sur le clic, si je clique en dehors de mon composant, d'accord, mon événement n'est pas pris en compte, d'accord. Alors que si je clique sur le composant, j'ai bien mon événement clic qui est déclenché. Du coup, on aurait pu dire c'est une solution qui peut me poser problème. Moi, j'aimerais bien que le clic soit déclenché sur le composant de manière générale, même si c'est pas là où il y a la transparence. Donc, on a vu qu'on avait une procédure pointing object, d'accord. Donc, on pourrait très facilement dire ici, par exemple, dans mon composant, que je vais rajouter une propriété que je vais appeler clic total, par exemple. Avec un booléen, point virgule, je fais CTRL-SHIFT-C, ok. À la création, je vais initialiser mon F, clic total est égal à false. Et ici, je pourrais très bien dire, dans le pointing object, d'accord, et dire if, comment ça s'appelle, f clic total, dans ce cas-là, résulte le point égal à true. Sinon, dans ce cas-là, j'appelle la fonction qui va vérifier que là où je suis eh bien, correspond bien à l'endroit où il y a le pass, donc le chemin avec le dessin et ainsi de suite. D'accord. Donc ce qui veut dire que je pourrais d'ailleurs là-dedans me passer dans l'autre cas, de créer le pass, ça sert à rien de faire des choses pour rien. Donc ce qui veut dire que quand la propriété clic total sera égale à true, dans ce cas-là, n'importe où je clique, logiquement, ça devrait fonctionner, alors que dans l'autre cas, il ira bien vérifié. On va donc recompiler tout ça. Hop, je reviens ici dans ma démo. Et si j'exécute, alors j'ai oublié déjà, hop. Si je regarde donc les propriétés, ici j'ai bien, où c'est que c'est clic total qui par défaut est à false, d'accord. Donc si j'exécute ici, j'ai bien, lorsque je clique ici en dehors, il n'y a pas de clic qui est déclenché. Lorsque je suis ici, j'ai bien le clic qui est déclenché. Si je mets clic total à true,
Dans ce cas-là, je clique là forcément, mais si je clique en dehors également, d'accord, et n'importe où je vais cliquer sur mon composant, l'événement sera bien déclenché. D'accord, donc ça me permet d'avoir dans ce cas-là les deux cas de fonctionnement. On peut le faire assez facilement, hein, encore une fois. Et du coup, on voit l'importance du point in object qui va être utilisé pas mal de fois. On le voit également, même en conception, hein, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais si je mets ça, hop, si je mets le clic total à false, en conception, si j'essaye de déplacer mon composant, si je clique en dehors du triangle, en fait, et j'essaye de placer, il n'y a pas de... Quand j'arrive pas à le sélectionner, je ne suis pas dessus, donc voilà. Par contre, si je sélectionne le triangle, pardon, je vais double-cliquer là, si je sélectionne le triangle, je peux arriver à le déplacer. Par contre, à partir du moment où je vais mettre un clic total à trou, si je sélectionne le triangle, bien entendu, j'arrive à le déplacer, mais également si je sélectionne en dehors du triangle. D'accord. Donc le point in object a également un impact à la conception et pas que à l'exécution, d'accord. Mais donc il fait partie de... Ok, donc voilà, ça serait une manière du coup de d'avoir les deux cas de fonctionnement, hein, ou quand on veut cliquer, quand on clique n'importe où, ça soit pris en compte ou pas. Au passage, entre midi et deux, William me faisait remarquer quelque chose qui était correct, c'est que ici, si on regarde, hein, quand je vais faire le set nombre de côté, donc quand je vais mettre à jour ma propriété, en fait par défaut c'est égal à 3, donc ce qui veut dire que si je m'amuse à remettre 3 dans ma propriété, je vais revenir ici et je vais faire un repaint, et ainsi de suite, quoi, si je fais plusieurs fois, d'accord. Donc ça, en fait, c'est pas que quand c'est la valeur 3, mais si je mets 5 et puis que je remets 5 derrière, en fait, automatiquement je ferai un repaint. Donc ce qui serait un peu idiot de faire un repaint, en fait, quand je remets la même valeur dans la propriété, ça n'a aucun intérêt, d'accord. Donc on pourrait très bien, si on voulait faire les choses vraiment proprement, en fait, quoi, et que ça soit le plus optimisé possible et éviter de faire les choses sans rien. Il me suffirait tout simplement, hein, de tester ici que si value est différent de f nombre de côté, d'accord, dans ce cas-là, je mets bien à jour ma propriété et je fais bien un repaint. Dans le cas où la value est égale à la même chose que f nombre de côté, dans ce cas-là, le repaint avait déjà été fait avant, puisque la propriété a la même valeur, et ça évitera de perdre du temps à mettre à jour la propriété et à faire un repaint. Voilà. On va avoir un composant le plus propre possible, quoi, c'est ce qui serait mieux à faire. Ok. Ensuite, il y a autre chose, c'est que là, c'est très bien. Ok, bon, j'ai créé mon composant, je suis content. Ok, je peux compiler, il n'y a pas de problème. Quand je suis ici, j'ai mon composant. D'accord, on le voit bien ici, d'accord. Imaginons que mon application de démo, je souhaite la publier sur d'autres plateformes, d'accord. On est dans FireMonkey, encore une fois, donc un des principaux objectifs de FireMonkey, c'est aussi de pouvoir comment ça s'appelle, déployer, pas dupliquer, déployer sur différentes plateformes. Donc ici, je suis bien sur mon application de démo. Ici, je vais rajouter une plateforme et imaginons que je vais y rajouter, même sans parler de macOS X, hein, je vais rajouter Windows 64 bits. D'accord. Et je sélectionne ma plateforme Windows 64 bits. On voit déjà au passage, si vous remarquez ici sur le composant, que le nom du composant est grisé. D'accord. Si je resélectionne ici Windows 32 bits, on voit en fait qu'ici, le nom du composant n'est plus grisé. Ce qui me permet d'ailleurs de le sélectionner, hein. Si je sélectionne, voilà, je double-clique, j'ai bien un deuxième composant qui vient se mettre sur ma fiche. Si je sélectionne
mon autre plateforme en prenant Windows 64, ici je peux double-cliquer, il ne va rien se passer, il ne va pas me déposer de composant, tout simplement parce que mon composant est grisé, tout simplement parce que mon composant n'est pas accessible pour la plateforme Windows 64 bits. Par défaut, quand je crée un composant, il le déclare accessible pour la plateforme Windows 32 bits, d'accord, mais il ne le met pas pour d'autres plateformes. Et en l'occurrence, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Pardon, j'ai perdu le fil. Il va falloir que je fasse quelque chose pour pouvoir sélectionner, lui dire que mon composant est compatible sur d'autres plateformes, d'accord? Mais pas que Windows 32 bits, 64 bits. Hein. Ici, si je rajoute une plateforme OS X, par exemple, ben, on va voir que c'est la même chose. Hein. Mon composant est toujours grisé sur OS X. De la même manière que si je m'amusais à créer une application mobile, FireMonkey, d'accord. On voit également que ici, mon composant est grisé et je ne peux pas rajouter mon composant T-Polygon sur mon application mobile. Je reviens ici, hop. D'accord, donc on voit bien le changement hein, de composant qui est grisé. Et en l'occurrence, en fait, hein, si je m'amuse à compiler mon application en 64 bits, hein, on voit bien de toute manière que j'aurai une erreur et il va me préciser tout simplement qu'il n'arrive pas à trouver le fichier upolygon.dcu. Alors c'est pas une question de chemin, hein, puisque quand en l'occurrence je me mets en Windows 32 bits hein, et j'essaye de compiler mon application, il n'y a pas de problème. Mon application elle compile, d'accord, donc il trouve bien mon unité et ça va. Ouais. Ok, tout simplement, je ne lui ai pas précisé, à quoi que je dis peut-être une bêtise, je vais en vérifier un truc. Le chemin, je l'ai défini que pour Windows 32 bits. Où c'est qu'il est? Il est là. Ok. Donc, si on met pour Windows 64 bits, hop, ajouter, ok, ok. Ah si, il le compile quand même. Il exécute, d'accord. Autant pour moi, c'est moi qui faisais une bêtise. Il me semblait qu'il refusait de compiler, mais bon. Toujours est-il que j'ai pas mis mon composant disponible pour la plateforme correspondante. D'accord. Encore une fois, s'il revient là, on voit bien mon composant qui est grisé. Alors, certains pourraient me dire, mais dans ce cas-là, il suffit que j'aille sur mon package, et ici, sur mon package, je vais rajouter les différentes plateformes qui vont m'intéresser. iOS, OS X, voilà. Non, pas du tout. Alors, il faut savoir, déjà, c'est important de savoir ça, quels que soient les composants que vous allez créer, Delphi, l'IDE, enfin C++ Builder, RadStudio, l'IDE est un IDE 32 bits. Ce qui veut dire que quels que soient les composants que vous allez créer, que ce soit des composants pour Mac, que ce soit des composants pour iOS, que ce soit des composants pour Windows 64 bits ou Windows 32 bits, il faudra de toute manière, pour l'EDI, créer un package 32 bits. D'accord? Donc le package, de toute manière, doit tout le temps être un package 32 bits. Ok, donc ça ne sert à rien d'aller compiler, d'aller dire je vais compiler une version 64 bits de mon package, ça ne sert à rien d'aller compiler sur les autres plateformes. L'EDI, de toute manière, n'utilisera qu'un package 64 bits pour les composants. Là, on parle de composants, hein, on ne parle pas d'autre chose, hein, je ne parle pas d'une DLL ou de quoi que ce soit, hein, je parle d'un paquet de composants. L'EDI est un EDI 32 bits, donc il a besoin de package 64 bits pour les composants. D'accord? Ça ne change pas que, c'est ce qu'on va voir après,
on va pouvoir dire que ce composant fonctionne en 64 bits, que ce composant fonctionne pour macOS, et ainsi de suite. Et après, c'est à la compilation où il créera la version 64 bits de l'unité, ou la version pour OS X, et ainsi de suite. Ok, donc pour ça, pour pouvoir rajouter les différentes plateformes, il y a deux manières de faire en fait. Par défaut, quand je crée un package, comme dans tous les projets, comme dans toutes les applications en fait, hein, si je regarde ici, il me crée tout simplement un fichier ressource. D'accord, ce fichier ressource est tout le temps créé, donc j'en ai un forcément avec mon package. Si je m'amuse à regarder ce fichier ressources, d'accord, je vais tout simplement regarder ce fichier ressources et dans la partie RC Data, en fait, j'ai automatiquement une rubrique Platform Target qui a été créée. Et c'est là-dedans, en fait, où on pourrait définir les différentes plateformes. Alors, j'avoue que je ne me rappelle plus quelle est la manière, en fait, on retrouve pour les plateformes. Différents identifiants, PID Win32, Win64, OS X32, ainsi de suite. D'accord, il y a même déjà celui pour Android qui existe déjà. Ces identifiants, hein, si je m'amuse à regarder PID Win32, d'accord. Ok, voilà, ont tous une valeur en fait, d'accord. Et j'avoue après que je ne sais plus comment il faut les définir pour... ça doit être marqué quelque part dans l'aide en fait. D'accord. Donc il faudrait définir dans le package sur Platform Target les bonnes valeurs en fait pour que ça prenne telle ou telle valeur de plateforme. D'accord. Donc ça c'est une première manière de faire. On va voir qu'il y en a une autre hein, aussi. Ça permettrait de définir une valeur qui soit globale pour le package. Ce qui veut dire que dès qu'il aura ce package et dès qu'il installera ce package de composants, tous les composants qui sont dans ce package seront disponibles, soit pour Win32, Win64, OS X, iOS, et ainsi de suite. Maintenant, j'ai aussi possibilité de définir ça au niveau du composant. Ce qui veut dire que même si c'est défini au niveau du package, mais que je l'ai redéfini au niveau du composant, ça sera la valeur la plus fine, celle au niveau du composant qui sera prise en compte. D'accord. L'avantage de la définition au niveau du composant, c'est que dans un même package, du coup, je peux avoir des composants, certains qui vont être disponibles pour Win32, d'autres pour Win64, d'autres pour OS X, ainsi de suite. D'accord. On est d'accord que je ne rentre pas dans le détail, dans le code, si j'ai besoin de faire des différences entre les plateformes. Après, à moi de faire des ifdef pour dire si c'est dans Win32, je fais ça, si c'est OS X, je fais ça, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, pardon. Pour pouvoir le définir au niveau du composant, je vais tout simplement avoir, alors, juste avant la déclaration du composant, en fait, je vais mettre entre crochets componente plateforme attribute entre parenthèses, et ici je vais pouvoir mettre en fait les différentes valeurs, celles que j'ai vues tout à l'heure. D'accord, PID Win32, PID Win64, OS X, iOS Simulator, ainsi de suite. Donc on pourrait très bien dire par exemple PID Win32 or PID Win64, d'accord, or PID, comment c'est on va mettre pour OS X par exemple aussi. OS X32. Attention pour la partie iOS, hein, il y a deux identifiants, un pour la partie simulateur et un pour la partie device, d'accord. Ok, ensuite je ferme la parenthèse, je ferme le crochet.
D'accord, donc là je lui définis tout simplement que ce composant-là, en fait, il va être disponible pour Win32, Win64, OS X ou iOS Simulator. Du coup, maintenant, si je compile mon composant, je reviens ici à la conception. Pourquoi j'ai pas... Alors, est-ce que plateforme a attribué exact? Je me suis trompé. Ok, c'est mieux. Et donc ici, on voit bien, voilà, cette fois, quand je suis en Windows 32 bits, mon composant n'est pas grisé. Quand je suis en Windows 64 bits, mon composant n'est pas grisé. De la même manière, si je rajoute OS X, on voit bien que mon composant n'est pas grisé, d'accord. De la même manière que si je m'amuse à faire une application mobile FireMonkey, ok, et je peux, cette fois, sur mon mobile, utiliser mon composant T-Polygon. D'accord? Donc très simplement, en fait, on va pouvoir ajouter les plateformes qui m'intéressent sur mon composant. On est d'accord que le code ne s'occupe pas. Je reviens sur mon composant. Hop. L'IDE ne sait pas l'IDE ne sait pas pardon qu'est-ce que je voulais dire, si j'ai fait le bon code dans le cas de iOS, si j'ai fait le bon code dans le cas de OS X et ainsi de suite, d'accord. À moi ensuite de faire des if-def, d'accord. On pourrait très bien se dire, par exemple, tiens, allez, ici, on pourrait très bien faire un $if-def win32. Voilà. And if. Voilà, et mettre que quand on est en 64 bits, par exemple, on va faire enlever le default ici, et on va mettre 5 dans le cas. Voilà. Ok. D'accord, si je compile mon application hop, en Win32, pardon, hop, si je ne sélectionne pas le projet, ça ne va pas le faire. Donc en Win32, j'ai bien tout à côté. Si j'exécute mon application, C'est pareil parce que tu l'as défini dans ton FMX. Du coup. Ton FMX le définit, tu l'as dans ton inspecteur de propriété d'objet. ouais. Donc forcément, ça va rien changer. C'est Fais la même chose en dupliquant remets le default en haut éventuellement pour faire propre. La ligne du dessus, ouais. Default 3, mets tes ifdef des deux cas et reprends la ligne du haut après. Copie, ça va aller plus vite. Copie les deux ifdef
copie tout. Ah oui, sur la propriété, tu veux Voilà, dire. sur la propriété exactement. Et quand tu vas le poser, sauf que ouais, on est en 32 bits en Delphi, donc tu verras pas. Ouais. Ouais, exactement, c'est ça que je voulais faire. CTRL X, CTRL VV, et puis, mais on verra pas parce que t'es en 32 bits comme tu l'as expliqué, donc je pense pas que ça se voit. Ouais. Hop. Et si t'en poses un nouveau, Ok. j'y Hop. crois pas une seconde. Voilà. Et t'es bien en 64 bits et t'en as que 3 pour autant parce que Delphi est en 32 Ouais. bits. Et par contre, à Mais par contre, l'exécution, j'ai voilà. bien cette fois les 5 côtés. Et si j'exécute par contre en une autre en début, par contre, Il du sera code bien en design, 3. ouais, c'est pas. Voilà. Voilà, j'ai bien les 3 côtés. D'accord, donc à moi après de prendre en compte, bien entendu, et de mettre le code qui va correspondre en fonction de ce que je veux faire dans les différentes plateformes, quoi. Lui, il définit simplement ici que le PID, enfin les différents PID sont pris en compte, d'accord, et à aucun moment il est capable, bien entendu, de savoir est-ce que c'est le bon code qui est fait derrière. Donc, bien entendu, moi, j'aurai du travail à faire derrière pour vérifier que j'ai bien fait ce qu'il fallait sur les différentes plateformes. D'accord. Hop. Ok. Du coup, si je m'amuse à retourner ici et à voir mon fichier ressources. On est d'accord que lui, il ne change pas, d'accord? La définition, je l'ai bien faite dans le code. Soit je la fais dans plateforme target, et dans ce cas-là, c'est quelque chose que je définis pour tout le package. Soit je le fais composant par composant dans l'unité, quoi. D'accord? Donc après, tout simplement, parce que dans un package, on peut avoir plusieurs composants. Si je ne veux pas me prendre la tête composant par composant, je peux le définir ici dans le fichier ressources. Et dans ce cas-là, tous les composants de mon package prendront en compte ça. Par contre, si dans le lot, dans mes composants de mon package, il y en a un où j'ai forcé d'autres plateformes, dans ce cas-là, c'est ça qui vaudra par défaut. Je ne sais pas, par contre, William me pose une bonne question. Je ne sais pas si le plateforme target, on le retrouve dans les propriétés du projet. Il ne me semble pas qu'il est... Là, et là, il y a des cibles, donc j'y crois pas une seconde. Ou alors, il y aura une case à cocher par cible. Tu vois, dans la partie droite, je veux dire en haut, la première ligne. Donc, il y aura pas un truc là, c'est sûr, vu que c'est par cible. Et tout est par cible, donc en fait, j'y crois pas, quoi. Donc non, il n'y a pas de... C'est un papier de propriété directement. Après, j'avoue que je ne me rappelle plus, hein, encore une fois, dans le fichier ressources, comment il faut... je ne sais pas s'il y a une doc qui l'explique ça. Comment il faut mettre les différentes valeurs. Voilà. 0,1, on pourrait dire, je crois que c'était la valeur, hein, si on regarde PID 32, hein, je crois que c'était 0, c'était 1. Ouais, voilà. Maintenant, je ne sais plus sous quelle forme il faut... si on cumule plusieurs plateformes, je ne sais plus sous quelle forme il faut le mettre. Je peux regarder si on fait affaire là-dessus. Je ne sais pas s'il y a l'explication. D'accord, mais déjà on ne le retrouve pas. 32. Je vois la plateforme target là. Non, ça c'est les différentes valeurs. Rendre vos composants au moment de la... les deux...
Aussi deux façons utilisées, donc c'est ce qu'on a dit. Le système de construction RStudio incorpore automatiquement une ressource RC Data Platform, qui est un masque des bits des constantes PID dans le système client class, d'accord, mais il n'explique pas comment. Sinon, voilà, il y a le plateforme, composant plateforme attribut, comme on a fait. J'avoue que je ne me souviens plus de ça par rapport à ça. Ok, donc ces deux possibilités-là, et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir définir si notre composant est valable pour Windows, est valable pour OS X, est valable pour iOS, et ainsi de suite. Ok. Juste pour montrer, même si là ce qu'on va voir, c'est pas spécifique à FireMonkey, mais très souvent, bien entendu, quand on crée un composant, on peut avoir besoin de rajouter des événements. D'accord. Donc là, en l'occurrence, on a rajouté des événements, mais qui sont des événements standards, hein, les événements qui existaient déjà dans la classe de base et qu'on a juste rajouté dans l'inspecteur d'objets, d'accord, pour les avoir de nouveau. Maintenant, on pourrait décider d'avoir ses propres événements. Donc, pour pouvoir ajouter un événement, il va tout simplement falloir qu'on crée une propriété. D'accord. Ensuite, je vais pouvoir avoir différents types d'événements. Il va y avoir les événements qui sont les événements qu'on a très souvent dans une majorité de cas. C'est le cas par exemple du clic. C'est un événement qui est toujours sur la forme de l'événement, le nom de l'événement, pardon, et en paramètre le sender qui est de type TObject. D'accord. Ça a un type, c'est un type tNotifyEvent. Si je souhaite rajouter un événement qui soit du type tNotifyEvent, donc qui va être encore une fois sous cette forme-là, il n'y a pas d'autres paramètres, il y a juste le sender et TObject. Il va tout simplement falloir que je rajoute une propriété. Ok, et je vais faire property, le nom de mon événement en fait, donc on, alors on va faire un événement qui va être déclenché quand on mettra à jour par exemple la propriété. Ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, mais c'est pas grave. Donc on pourrait faire un on nb côté on update nb côté. Voilà. D'accord, on l'a dit, dans un premier temps, on va faire un événement qui va être d'un type classique. Donc pour ça, on va utiliser le type tNotifyEvent. D'accord, donc c'est le type pour les événements classiques standards. Comme d'habitude, point virgule, CTRL-SHIFT-C. D'accord, automatiquement, j'ai bien ici mon read f on update nb côté et mon write set on update nb côté. D'accord, maintenant il faut que je lui dise à quel moment il va déclencher cet événement. Bah, tout simplement quand je vais mettre à jour ma propriété, d'accord, donc dans le set nombre de côtés, on va dire juste ici, je vais tout simplement déclencher l'événement, d'accord, set nombre de côtés. Ok, j'appelle directement. Pardon, je passe le sender, c'est self, le composant, d'accord. Pas 7 nombres de côté, pardon. 7. Comment c'était comment il s'appelle? Comment il s'appelle?
c'est set on update, c'est le on que j'ai oublié, set on update NB côté. Pardon, j'ai oublié encore une fois, c'est le self. Non, c'est la propriété que j'appelle directement, je fais n'importe quoi. On update NB côté et je lui passe le self encore une fois. Ok, donc je définis une propriété de type tNotifyEvent et ensuite je définis à quel moment cette propriété est déclenchée. Je vais construire, j'ai déjà fait d'ailleurs. Et si je reviens donc sur un composant qui est ici, d'accord, j'ai bien maintenant un événement ici dans la partie événement qui est onUpdate NB côté. Si je vais ici, alors on va se rajouter un. On va faire un champ message. Ok. Et bien entendu, je vais mettre un bouton, d'accord, qui me permettra de déclencher en disant polygonal.nb, pas nb, mais nombre, je vais y arriver, nombre de côté de points égal à 5. Qu'est-ce que je fais? Voilà. On sélectionne bien le projet. Qu'est-ce qui lui va pas? J'ai rajouté ou j'ai supprimé quelque chose qu'il ne fallait pas. Le point. Je clique et j'ai bien mon événement qui est déclenché. On se rappelle, j'ai dit que si la propriété avait la même valeur, je ne faisais rien. Donc si je reclique, forcément, comme je mets la même valeur, on se rappelle ici, j'ai fait que si value est différent de côté, je ne faisais rien, je ne faisais pas l'événement non plus. J'aurais pu faire l'événement. Mais... Ok. Donc ici, quand je clique, j'ai bien mon événement qui est déclenché. Donc ça, c'est la première possibilité dans le cas où je souhaite rajouter un événement qui est un événement classique. D'accord? On voit bien que dans mon événement, ici, je suis comme tous les événements. J'ai un événement standard avec un seul paramètre qui est le sender, d'accord, qui contient un type TObject. Voilà. Maintenant, je peux avoir envie d'avoir un événement particulier. Qu'est-ce que j'appelle un événement particulier? Si on regarde par exemple, bon, alors pas là, mais si on regarde par exemple sur le onMouseDown, d'accord, c'est pas un tNotifyEvent, il y a plein d'autres paramètres. Il n'y a pas que le sender, mais j'ai un paramètre bouton, j'ai un paramètre shift, j'ai un paramètre XY et ainsi de suite. D'accord. Donc je pourrais très bien lui dire créer un autre type d'événement que un événement classique tNotifyEvent.
pour ça, au lieu de, je vais me faire une propriété aussi, mais je ne vais pas pouvoir utiliser le type tNotifyEvent, j'ai besoin de me créer mon propre type. Donc du coup, je vais me faire un type ici, que je vais appeler tOnUpdateNB côté, égale procédure. On va mettre le sender de type tObject et on pourrait mettre old value, new value, new value, deux points, c'était quoi le disintegrant, integer of object, je vais y arriver, object. D'accord, donc je me définis un type en fait qui correspond au type de ma procédure. Et ensuite, tout simplement, alors je vais faire le ménage là-dedans dans tout ce qui m'a créé, hop, par rapport à ça, hop. Ok, on va mettre ça en commentaire pour le moment. Et du coup, cette fois, ben, pareil, hein, je vais me faire une propriété, d'accord, on update nb côté, mais cette fois, au lieu d'être un type tNotifyEvent, je vais tout simplement utiliser le type tOnUpdate nb côté. D'accord, hop, CTRL-SHIFT-C, et j'ai bien, du coup, ma propriété avec les différents types qui sont définis, hein, le set onUpdate nb côté, voilà, et mon f onUpdate nb côté. Et ensuite, comme tout à l'heure, d'accord, tout simplement ici, au lieu d'appeler, enfin, je vais appeler le onUpdate nb côté, mais cette fois, si on regarde, j'ai beaucoup plus de paramètres, donc il y aura le sender, on va mettre self. All value, ben, c'est on va le stocker parce qu'on a déjà mis à jour. Voilà, on va mettre à jour la propriété après. D'accord. Donc ça serait f nombre de côtés. La nouvelle valeur new value, donc ben, ça serait tout simplement value. Et voilà, tout simplement, je vais déclencher mon événement. Bon, si je voulais que la mise à jour de la propriété se fasse avant, hein, je la mets avant, puis je stocke la valeur dans une variable. Bon, il y a plein de manières de faire. Ok. Ici, si je reviens ici, il va falloir que je supprime ça, puisque du coup, c'est plus... Hop. Et que je regarde mon composant, j'ai bien... Hop, je vais supprimer ça. Quand je vais sur mon événement, cette fois, j'ai bien un événement Polygon update nb côté, avec mon paramètre sender, mon paramètre all value, mon paramètre new value. D'accord, donc on pourrait faire un show message. Hop, on va se faire text.string, text de point égal sender as t polygone name par exemple plus ensuite texte point égal texte plus all value égale int to str
Non, c'est client, c'est parce que j'ai pas tout str de all value. Value, ok, plus. Hop, je vais y arriver. Ok. Pardon, pas plus. Et ensuite, texte plus. On va faire la même chose avec new value. Ok, int to str, je ne sais plus à quel endroit il est défini déjà. Système sysutile. On va donc rajouter ça dans les usis. Ok. Ah non, mais il avait déjà. Ok. Ah, ça faisait longtemps qu'il m'avait pas fait ça. Hop. Oula, c'est quoi ça? Quelque chose qui n'a pas pris, je sais pas quoi. Ok. Et si je fais pas le message derrière, il ne va pas se passer grand chose. Ok. Si j'exécute maintenant, je change bien. J'ai bien donc mon composant c'est bien polycone 1, donc ça c'est le sender, d'accord. Mon ancienne valeur c'était 3. Ma nouvelle valeur c'était 5. Ok, donc là j'ai bien créé du coup un événement qui est un événement spécifique avec mes propres paramètres, d'accord. Donc je rappelle, hein, pour créer les événements de possibilités, soit on crée un type tNotifyEvent, on crée une propriété de type tNotifyEvent, pardon. Soit je me définis mon propre type avec mes propres paramètres, donc avec mon type qui est égal à procédure, mes paramètres of object, d'accord. Et ensuite je définis ma propriété qui est de ce type-là, d'accord. Voilà, donc ça encore une fois, la manière de déclarer l'événement, c'est pas quelque chose de spécifique à FireMonkey, hein, c'était déjà le cas dans la VCL, donc c'était la même manière de faire. C'était juste histoire de le remontrer pour être histoire d'être assez complet sur ce qu'on voit dans la création de composants. Ok, on va faire une petite pause. On va regarder les questions. Alors, je crois que vous avez utilisé la combinaison de touches Shift-Ctrl-C. Donc c'est Ctrl-Shift-C, mais bon, ça n'a pas d'importance. Pour propager certaines instructions, je n'arrive pas à le faire en C++. X4.
X4 bien sûr. Est-ce que vous avez une explication ou est-ce que je me trompe quelque part? Merci. C'est une bonne question. On va tester. J'avoue que j'en sais rien en fait. Je travaille toujours avec Delphi, pas avec C++, mais j'ai les deux sur ma machine, donc il n'y a pas de problème, on va pouvoir tester. Il faut une application en bas, fiche VCL, C++. Ouais, voilà. C'est ça que je cherchais. VCL ou pas, quoi. Ok. Alors par contre, je suis très nul en C++. Donc si vous voulez bien me donner la syntaxe pour définir la propriété, je veux bien. Oh. Effectivement. J'avoue que je suis mauvais en C++. Donc le temps de trouver la syntaxe et puis on testera après là-dessus. Ah, c'est underscore property. Que je mets où là. C'est double underscore, pardon. Test de point. Je ne sais pas si je suis correct dans la syntaxe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien qui se passe chez moi aussi. Donc, fais un clic droit. Est-ce que ça voudrait dire que c'est quelque chose? Fais un clic droit sur la ligne en question. Parce que normalement, dans Delphi, tu l'as justement, faire la complétion, et on voit le raccourci. C'est moi déjà qui fais, parce que là, c'est INT. C'est mieux, oui. Effectivement. Mais avec un clic droit, tu l'as de toute façon, normalement, le menu. Si je regarde... Delphi... C'est ça, compléter la classe au niveau du curseur. Tu l'as? Ouais. Ouais, voilà. Là, normalement, c'est ça, quoi. Mais s'il fait rien... Ouais, il n'y a rien qui se passe, quoi. Et si tu fais une méthode plutôt qu'une propriété, du coup, est-ce qu'il t'implémente le corps? C'est une bonne question. Ouais, il n'a pas l'air de vouloir, en tout cas. Une méthode. Pourquoi forme create d'ailleurs? Non, je suis paumé dans la syntaxe aussi. Les formes create, il est dans un H, non? Je pense rien. Je suis très mauvais en C++, je le reconnais. Ouais, voilà. Il doit être là. Ouais, c'est ça. C'est ici qu'il faudrait duplique le form create ou voilà ou l'autre. Change lui son nom et puis bon, c'est fait. Quoi. Voilà. Exactement. Est-ce qu'il y a déjà y est ou pas? Compléter la classe. Et si tu retournes dans l'autre. Non mais c'est pas là justement, c'est dans l'autre partie là. Je sais pas comment t'es passé du H au voilà exactement. Et là il te l'a pas implémenté. Non. Non, il doit savoir le faire que quand c'est dans un seul fichier, alors que là c'est dans deux et du coup il le fait pas quoi. C'est bizarre ça. Je sais pas. Dans le clic droit il est bien quoi en fait. Ouais, c'est pour ça que c'est bizarre. Ouais. Je sais pas, en fait, j'avoue que je le connaissais depuis longtemps en Delphi, je m'étais jamais posé la question. Surtout, j'ai jamais eu la question en fait. C'est le premier qui me la pose par rapport à C++. Donc, voilà, bon, je vais regarder, on va essayer de voir, de trouver si c'est vraiment quelque chose qui est pas quoi. Ou, voilà, j'ai appris un truc par rapport à C++. Voilà, j'étais persuadé que ça fonctionnait dans les deux. Ça va m'être posé plus la question en fait. Ok. Le portage de Delphi en 64 bits est-il prévu? Oui, c'est prévu. Enfin, ça fait partie des choses. T'en parles, mais sincèrement, c'est pas la priorité du tout, quoi. Donc, voilà.
j'ai aucune idée de quand ça pourrait être fait. De la même manière, très souvent, il y a cette question aussi, est-ce qu'un IDE multiplateforme, c'est prévu aussi, voilà. Donc pour le moment, c'est pas du tout le cas, et c'est pas, enfin, c'est pas que c'est pas du tout le cas, mais c'est pas la priorité, quoi. En fait, il y a beaucoup plus de choses plus urgentes à faire. Ok, il est où le fichier que vous avez édité avec l'éditeur de ressources? Donc c'est bien le fichier qui est dans le répertoire où j'ai mis le package. Il y a mon fichier RES qui est là, mon fichier ressources qui a le même nom que le package, et qui est dans le... Donc quand on fait un projet, en fait, il y a toujours le fichier ressources qui est avec le projet, quoi. Donc là, c'est la même chose, en fait. Hein. Donc dans le répertoire où il y a mon fichier DPK, mon package, on retrouve le fichier RES, le fichier ressources. Ok. D'autres questions? Non, juste avant qu'on fasse la pause, juste pour remonter un truc, parce que c'est vrai que ça a été généré directement par le Wizard, mais hop. Ok. Bien entendu, si on regarde hein, dans l'unité qui a été créée par le Wizard, parce que je rappelle qu'on est parti du Wizard composant, nouveau composant. Mais j'aurais très bien pu créer l'unité moi-même, hein, avec tout directement, il n'y a pas de problème. La dernière chose qui manque, mais encore une fois, c'est pas particulier à FireMonkey, hein, c'est la même chose dans la VCL. C'est la procédure register hein, qui est mise à la fin, tout en bas, hein, qui n'est pas dans le composant en fait. Donc avec la procédure register qui est ici, qui va me permettre d'enregistrer mon composant, et c'est ce qui me permet de le retrouver dans ma palette de composants quand je suis ici, et de l'avoir, d'avoir mon composant dans la rubrique, et ainsi de suite. D'accord. Donc on fait tout simplement un register components. Le premier paramètre, c'est le nom de la rubrique. C'est bien la rubrique qui est là. La rubrique qui est là, le dev du jeudi S2. Et après, entre crochets, c'est le type de mon composant. C'est bien un composant de type T-polygone. Hein, mon composant qui est ici, c'est bien un type T-polygone. Voilà. C'est tout ça. Le type qui est là, en fait, c'est tout simplement ma classe, hein, le type de ma classe. Ok, donc ça est rajouté automatiquement quand je fais le wizard. Si je me crée mon unité moi-même, forcément, il ne faudrait pas que j'oublie de rajouter le procédure register. Encore une fois, ça, c'est pas spécifique à FireMonkey, c'est la même chose dans la VCL. Ok, d'autres questions? Oui, il y a une autre question. L'alignement des objets ne fonctionne pas dans FireMonkey. Si, enfin, l'alignement des composants fonctionne. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Voilà. Vous me dites que ça ne fonctionne pas, mais je ne sais pas ce qui ne fonctionne pas. L'alignement dans la barre d'outils, clic droit, position alignée, l'alignement qui est là. Si j'aligne en vertical vers le bas. Position. Pardon, position, chercher. Mais là, enfin attention parce que il en faut plusieurs généralement. C'est les uns par rapport aux autres. T'en sélectionnes le bouton avec. Ah oui, c'est exact. Et décale-les avant, histoire qu'on voit bien. Voilà, là tu peux aligner haut quoi. Donc là, aligner. Si je fais aligner horizontal à gauche. Voilà, ça marche quoi. C'est bien aligné. Ouais, non, ça marche. Oui, pardon, c'est pas. C'est aligner un composant par rapport à l'autre, mais c'est pas. Exactement. Puisque l'alignement, ce que je pensais que vous définissiez comme alignement dans la fenêtre, c'est les propriétés à ligne qu'on trouve voilà, dans le composant. Ce qui est en clic droit, position alignée, c'est composant par rapport à un autre. D'accord, donc c'est la même chose hein, qu'on trouve dans aligné qui est ici. Hein.
après, par contre, s'il précise une barre d'outils, mais alors là, c'est peut-être que justement on parle d'extension style CNPAG et compagnie, et qui là serait pas compatible, peut-être, ça je sais pas. Non, c'est Parce que je vois pas. là dans la barre d'outils, mais ça veut C'est dire pas la une- même c'est un, chose. c'est un menu, ça. C'est pas Non. une barre d'outils. Ouais, mais on doit enfin, Ah, oui, position, moi je ouais. vais t'aligner ici, Oui, ta je vais position. l'avoir là aussi, Ah, quoi. ouais, d'accord, c'est ça qui est Ah, pas. quoi que c'est peut-être celui-là qui marche pas, Oui, ça parce doit que être là, ça du coup, alors. ils sont Du pas, coup. ah oui, ils sont grisés, hein. Oui. Ok. Ok, oui, D'accord, c'est bien ça, il ouais, confirme. exactement. Exactement, donc ceux-là, ils sont grisés. Ce qui dit, on y accède, enfin voilà, ce qu'on disait, position alignée, quoi. C'est cela. Mais en effet, ouais, celui-là. Mais parce que, ce que j'aimerais savoir, c'est, ça, c'est peut-être pas les mêmes alignements, ça, en fait, si je fais une application VCL. En VCL, ils vont être allumés, oui. Ça, y a Ouais. pas de souci. Mais c'est le même type d'alignement ou c'est Oui, oui, aligné c'est par pareil, rapport à c'est la... c'est pareil, c'est juste que là t'as les gouttières et tout, enfin vu que ça a été refait et que c'est pas justement le même système entre FireMonkey et VCL, effectivement le menu est Ah, juste pour la exact. VCL, enfin la barre d'outils est juste pour la VCL. Exact, là, il fonctionne... D'accord. Ben voilà, c'est bien, j'apprends des choses en plus. Je savais pas non plus que j'utilise jamais j'utilise le clic droit dans le cas des alignements, mais jamais pardon, hop, j'avais jamais utilisé à partir de la barre d'outils qui est là-haut. Donc oui, en effet, les grisés sur je sais pas pourquoi, mais enfin, c'est vrai qu'il y a, comme dit William, il y a beaucoup de choses qui avaient été refaites là-dessus. Mais encore une fois, vous avez la même chose avec si vous sélectionnez vos composants, position alignée. Vous l'avez directement là aussi. Ok. Ok. Va-t-on voir une présentation sur la gestion du mode conception du composant, redimensionnement composant, alignement composant par rapport à l'autre. C'est-à-dire, je vois pas bien de quoi vous voulez parler. Parce que ça, c'est pas du FireMonkey particulièrement, quoi, de les alignements ou les redimensionnements de composants. Il n'y a rien de hormis que dans les propriétés FireMonkey, dans les alignes, on a plus de choix, mais sinon, je sais pas, voilà, je sais pas exactement ce que vous voulez voir en fait, en mode conception, vous me dites. On va voir après tout à l'heure, on va créer un composant stylé. Cela en conception, on n'a rien créé. On est dans le cas pour l'instant d'un composant non stylé, donc à la conception, on n'a rien créé en fait. Hein. Enfin, on n'a rien créé, c'est le code qui va dessiner notre composant. Après, on va voir un composant, on va créer un composant qui utilisera les styles. Et dans ce cas-là, on sera dans le designer de style et on verra comment on positionne les différentes choses, comment on peut avoir des conteneurs et ça. Je ne sais pas si c'est ça exactement dont vous parlez, mais ça, oui, on verra. Oui, je pense avoir saisi la question. Je verrais bien un truc du genre, si par exemple tu utilises un panel comme ancêtre, Oui. et que dedans tu lui mets un bouton, un champ edit par exemple, et que tu, et que tu voudrais justement le faire en tant que faire un composant de ce panel avec un bouton et un champ edit, et donc designer ton edit et ton Ça bouton. sera dans le cas du composant stylé, justement, où on va designer Voilà. Et je pense que directement. c'est ça la question. Maintenant, est-ce que... Ok, On va voir bon, quand on va créer un ça. composant stylé. Voilà. Voilà. Là, encore une fois, on n'a pas créé un composant qui utilise des styles. Notre composant, il est classique, basique. Hein. On verra comment on peut créer un composant qui utilise des styles. On verra en plus que dans le cas du composant qui utilise des styles, on peut utiliser l'éditeur de style ou voire même on pourrait le concevoir sur une fiche classique. Quoi, en fait. Ok, pas d'autres questions? On fait une petite pause alors? Pause café, pause pipi. Hop. Et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.